Ici, dans cette diapo, je vais terminer l'explication de la notion de résolution en proposant une autre façon de comprendre l'effet du palpeur justement sur la résolution. Il s'agit de calculer la longueur de la vibration, c'est-à-dire la longueur d'un train ou d'un front d'onde. La longueur d'un train d'onde dépend du nombre de cycles. Donc, prenons comme exemple un cristal qui vibre selon 4 oscillations avant d'être arrêté par l'amortisseur. Donc, en principe, la longueur du front d'onde va donc correspondre, dans le cas de 4 oscillations, à 4 fois la longueur d'onde. Donc, L représentant la longueur du front d'onde. 4 fois la longueur d'onde, par exemple. En même temps, on sait que la longueur d'onde, elle est fonction de la vitesse de l'onde ainsi que de la fréquence. On connaissait déjà la relation qui est présentée en haut dans la partie blanche de l'image, donc longueur d'onde qui peut être déduite en calculant la vitesse divisée par la fréquence. Et si on admet comme par exemple qu'on a un cristal qui vibre selon 4 oscillations, le front d'onde qui est créé par ce cristal-là dans le matériau, la longueur va donc être de 4 fois la longueur d'onde, donc 4 fois la vitesse divisée par la fréquence. Donc, par exemple, si le matériau dans lequel le front d'onde se propage est de l'acier, et si la fréquence du palpeur ou du cristal est de 2 MHz, par exemple, la longueur du front d'onde est aisément déterminée tout simplement par 4 fois la vitesse de l'onde divisée par la fréquence, ce qui donnerait, dans mon exemple, un front d'onde d'une longueur de 12 mm. Donc, lorsque vous faites des travaux d'inspection en ultrasons lors des activités de laboratoire, dans l'acier, avec des palpeurs de 2 à 2,25 MHz, la longueur du front d'onde, en réalité, correspondait à autour de 12 mm. Transposons donc l'exemple précédent dans un contexte d'inspection. Donc, vous avez une simple image à gauche là, qui représente un palpeur droit déposé sur une pièce métallique en acier, dans laquelle il y a des réflecteurs de placés. Donc, 3 ou 4 réflecteurs qui sont disposés à différentes profondeurs, assez rapprochés les uns des autres. On a aussi de représenter 4 traits qui représentent des fronts d'onde qui voyagent dans le matériel. Et ce qu'on voit, le résultat à l'écran, c'est la réflexion des différents fronts d'onde qui arrivent à tour de rôle dans le matériel. Vous voyez qu'en plus, les réflecteurs, en plus d'être différents en profondeur, ils sont aussi décalés selon l'horizontale, ce qui fait en sorte que si on s'imagine que l'onde est divergente, il y a une partie de l'onde qui va réfléchir sur le premier réflecteur à gauche qui est plus près, une autre partie qui va réfléchir sur le réflecteur au centre un peu plus profondément, et une troisième partie de l'onde, la partie de droite, qui va réfléchir sur le troisième réflecteur. Et le résultat qu'on aurait sur un écran à ultrasons relié au palpeur, ce que vous voyez à l'écran, en réalité, ici, 4 échos. Si on s'imagine qu'il y a un quatrième réflecteur, on aurait 4 échos qui sont quand même assez rapprochés tellement que ils se superposent, donnant encore une fois l'impression qu'on a affaire à un seul écho. Donc, le problème, c'est que les échos, ils sont trop larges. Pourquoi? Parce qu'à cause de la longueur du front d'onde. Ben, c'est pas la cause en réalité, c'est le produit amortisseur dans le palpeur qui n'est pas assez efficace. Le cristal fait plusieurs oscillations et ce qui crée un écho qui est plus large sur l'écran, de sorte que lorsqu'on a des réflecteurs rapprochés, ben, les échos correspondant à chacun des réflecteurs disposés à des profondeurs légèrement différentes les uns aux autres, les échos vont avoir tendance donc à se superposer et pouvant induire l'opérateur en erreur, lui donnant à penser que justement il y a un seul écho et en réalité on en a plusieurs. Donc l'importance d'avoir une bonne résolution
Donc, l'exemple que vous voyez ici sur la diapo, c'est justement un exemple où la résolution est insuffisante. Donc, pour pallier à ce problème, il faudrait, par exemple, remplacer la série du palpeur. Donc, dans la diapo précédente, je mentionnais que pour pallier à des problèmes de résolution, on pouvait, comme solution, remplacer un palpeur et utiliser un palpeur d'une série différente, comme par exemple si manque de résolution est entraîné par un palpeur de série delta ou gamma, on pourrait la remplacer par un palpeur de série alpha. Mais il existe d'autres solutions pour essayer de compenser pour des manques de résolution, comme certains appareils qui proposent une fonctionnalité électrique euh, communément appelée en anglais le damping. Cette fonction-là est justement disponible sur les appareils que vous avez utilisés en laboratoire. Donc, ce que l'appareil fait, c'est qu'il modifie le signal électrique de manière à ralentir le cristal plus rapidement, ce qui fait en sorte d'améliorer la résolution. Bien entendu, il est mentionné dans la diapo qu'on peut aussi remplacer la série du palpeur. Mais une autre solution aussi, bien entendu, puisqu'on a parlé qu'il existait un lien entre la fréquence et la résolution, on peut aussi utiliser un palpeur de fréquence plus élevée parce que ça réduit la longueur du front d'onde, comme je l'ai montré précédemment. Donc, le cristal, il va effectuer ses oscillations plus rapidement. On va avoir un front d'onde plus court. Donc, ça va améliorer la résolution. Le résultat sur les échos à l'appareil, les échos vont être légèrement amincis, ce qui va faciliter la séparation des échos relatifs à des réflecteurs rapprochés. En plus de la résolution, il existe aussi le concept de résolution proche. La résolution proche, elle fait intervenir la séparation entre l'écho de surface et l'écho d'un réflecteur très près de la surface. Donc, de la même sorte que deux échos de deux réflecteurs rapprochés peuvent se superposer, il peut arriver la même chose avec l'écho de surface et un réflecteur très près de la surface. Donc, l'écho de surface ainsi que l'écho du réflecteur rapproché de la surface peuvent aussi se superposer. Donc, à ce moment-là, on va parler d'une résolution proche insuffisante. Il existe des techniques aussi pour améliorer la résolution proche sur un système d'inspection. Justement, pour être capable d'améliorer la résolution proche, il existe certaines techniques qui consistent, par exemple, à placer au bout d'un palpeur droit un matériel. Souvent, ce qui est utilisé, c'est une lentille en plexiglas afin de permettre au son de voyager avant de rentrer dans le matériel et de faire en sorte que un réflecteur près de la surface ne puisse pas se superposer à l'écho d'émission. Par contre, il va quand même y avoir un écho près de l'écho du réflecteur puisque on sait que ce n'est pas tout le son qui va rentrer à l'interface plexiglas matériel, il va y avoir un écho relatif à la réflexion sur la pièce. Mais l'écho est souvent moins large, donc ce qui peut aider à permettre d'augmenter la résolution proche. En même temps, cette technique-là aussi permet de se soustraire du champ proche, le bloc en plexi jouant le rôle un peu de la colonne d'eau en immersion. Donc, c'est une technique aussi qui est utilisée pour être capable de détecter des défauts très près de la surface parce que le plexi permet au son de voyager, de se stabiliser, donc d'où la notion de champ proche. Et du coup, que le son rentre dans le matériel, il est stabilisé, ce qui permet d'aisément détecter un réflecteur se situant très près de la surface et aussi permettant de l'évaluer. Donc, c'est une technique qui est très utile, d'autant plus que lorsque ce n'est pas toutes les faces d'une pièce qui sont accessibles, comme par exemple lorsqu'on inspecte des pièces qui sont déjà assemblées dans des machines, des assemblages mécaniques, et on veut éviter de désassembler la pièce, de la sortir de son assemblage. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée pour être capable de détecter la présence de défauts très près de la surface. Donc, nous allons ici changer de sujet. Nous allons spécifiquement parler maintenant de la fréquence des cristaux. Euh,
j'ai abondamment dit que la fréquence d'un palpeur ne peut pas être modifiée parce qu'elle renvoie à la construction du palpeur. Elle est déterminée, comme on l'a vu précédemment, par l'épaisseur du cristal. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est qu'un cristal ne vibre pas constamment pour une fréquence très, très précise et constante. Le cristal, en réalité, va vibrer pour plusieurs fréquences différentes autour ce qu'on appelle une fréquence nominale. Il va vibrer selon ce qu'on appelle une bande de fréquences. Donc, par exemple, un palpeur de 2,25 MHz, le 2,25 MHz va représenter la fréquence nominale ou la fréquence centrale, la fréquence pour laquelle le palpeur va vibrer le plus souvent. Sauf qu'en réalité, euh, pour certaines impulsions, la fréquence va se faire légèrement inférieure ou légèrement supérieure, de sorte que sur un très très grand nombre d'impulsions électriques, on s'aperçoit que la fréquence se distribue pour des fréquences plus petites et un peu plus élevées que la fréquence centrale, qui pourrait être par exemple de 2,25 MHz. Donc cette notion-là s'appelle largeur de bande. Donc, lorsqu'un cristal reçoit plusieurs impulsions électriques, il va vibrer pour des fréquences différentes et on peut représenter toutes les fréquences pour lesquelles le cristal a vibré selon son amplitude, selon ce qu'on appelle une bande de fréquences. Justement, sur l'image que vous voyez ici, représente une distribution de fréquences pour lesquelles un palpeur ou un cristal est capable de vibrer. Et on voit que c'est une courbe, avec une valeur centrale de fréquence représentée par F0, qui est la valeur nominale, comme par exemple un palpeur de 2,25 MHz. Le 2,25 représenterait le F0, la fréquence nominale. Mais du côté des fréquences moins élevées, comme du côté des fréquences plus élevées, il arrive de temps en temps que le cristal va vibrer à des fréquences différentes, mais pour des amplitudes moindres. Donc, plus la fréquence est éloignée de la fréquence centrale, moins le cristal va vibrer de manière efficace et ça va affecter son amplitude. Donc, la largeur de bande correspond, à toute fin pratique, à la taille de la distribution. Ce que vous avez ici, par exemple, pourrait représenter la distribution de fréquence d'un cristal qui posséderait, par exemple, une bonne sensibilité, mais une moins bonne résolution. Plus la distribution est élevée en amplitude, donc par exemple ici, vous voyez que la crête se situe à un niveau de 1000 en amplitude, ça pourrait représenter une très bonne sensibilité, et la distribution est quand même relativement mince. Ça renvoie au fait que la résolution est les moins bonne. Donc, cette distribution de fréquences-là pourrait être relative à un cristal qui est enfermé dans un boîtier dont la matière absorbante n'est pas très efficace. Donc, par exemple, ça pourrait représenter une distribution d'un palpeur de série delta. Donc, très sensible, le cristal est très facile à faire vibrer parce que le produit absorbant n'est pas très efficace. Donc, ça permet d'améliorer sa sensibilité, mais en même temps, le cristal est très lent à ralentir, il effectue beaucoup de cycles, donc ça affecte bien entendu sa résolution. Cette fois-ci, dans cette diapo, à titre comparatif par rapport à la diapo précédente, vous auriez une distribution de fréquence d'un cristal qui, comparativement au précédent, est enfermé dans un boîtier qui est en contact avec un matériel absorbant beaucoup plus efficace. Donc, le matériel absorbant va donc permettre au cristal de ralentir rapidement, mais comme on l'a vu précédemment, en même temps que le cristal est très ralenti dans ses oscillations, il est aussi empêché dans son oscillation, pas complètement empêché, mais ralenti, ce qui affecte son amplitude de vibration lors de l'effet piézoélectrique. Et si on compare par rapport à la distribution qu'on a vue dans la diapo précédente, on remarque que la hauteur de la crête
donc à la valeur de fréquence nominale F0. L'amplitude elle est 10 fois inférieure, on est à valeur 100. Donc, on a un cristal qui a de la difficulté à vibrer, à prendre de l'amplitude à cause du fait qu'il est en contact avec un matériel très absorbant, ce qui va donc affecter sa sensibilité. Donc, on a ici une distribution de fréquence d'un cristal qui a une moins bonne sensibilité par rapport au précédent. Et aussi, par le fait même, parce que le matériel absorbant est beaucoup plus efficace, ça va entraîner directement une meilleure résolution. Mais ce qu'on remarque aussi, non seulement la crête elle est moins élevée en amplitude, mais on remarque tout de suite que la distribution elle est plus étendue, elle est plus large. L'énergie s'étend sur une plus large gamme de fréquences. C'est un peu comme si on avait pris la distribution, le sommet de l'image précédente et qu'on l'avait écrasé à la verticale, un peu comme un morceau de pâte à modeler. Et là, les fréquences l'amplitude s'est rabaissée, mais en même temps, elle s'est distribuée en largeur. Donc, c'est ce que ça a comme effet d'utiliser une matière plus absorbante. Et la largeur de bande correspond à quoi? Ben, vous voyez ici qu'on représente, on va chercher les fréquences F1 et F2 de chaque côté de la fréquence nominale. Ces fréquences-là correspondent à l'énergie. Ce sont les fréquences qui vont vibrer à une énergie exactement de la moitié de l'amplitude à la valeur nominale à la crête. Donc, vous voyez que c'est une valeur de 50, c'est la moitié de 100. Et les deux fréquences de chaque côté qui vont vibrer à une énergie de la moitié de la fréquence nominale, ben, on les identifie F1 et F2 et la distance entre fréquence F2 et F1 correspond à la largeur de bande. Donc, on voit que la largeur de bande de ce cas-ci est plus élevée que la largeur de bande du cas précédent. Quelquefois, lorsqu'on achète des palpeurs auprès de certains fabricants, donc les fabricants vont nous proposer différents types de palpeurs. Ils vont être différents en fonction du diamètre, en fonction de la fréquence et aussi de temps en temps en fonction de la série. Mais d'autres fabricants vont plutôt proposer en remplacement de la série une valeur Q qui représente en quelque sorte la largeur de bande. Q, c'est le rapport entre la fréquence nominale sur la largeur de bande dont on a défini comme étant la différence entre F2 et F1. Donc, plus une distribution est élargie, donc plus la différence entre F2 et F1 est importante, donc, et selon l'équation, la valeur de Q va d'autant être plus faible. Généralement, les fabricants vont proposer des palpeurs avec des valeurs de Q entre 1 et 10, tout dépendant de la résolution exigée et par le fait même aussi de la sensibilité. Donc, plus la valeur de Q est élevée, donc plus la largeur de bande elle est faible, plus le cristal va vibrer longtemps. Donc, ça renvoie immédiatement à la qualité du produit absorbant utilisé pour la fabrication du palpeur. Donc, plus la valeur de Q est élevée, moins bonne est la résolution, moins le matériel absorbant est efficace. Nous allons clore le chapitre en vous montrant quelques variantes au niveau de la construction des palpeurs. Par exemple, ici, vous voyez un palpeur à angle. Ce palpeur-là qui est représenté est véritablement un vrai palpeur à angle, comparativement aux palpeurs que vous avez utilisés en laboratoire, ou en réalité, ce sont des palpeurs droits, mais qui sont destinés à être montés sur des blocs en plexiglas. Donc, c'est ce qui est le plus utilisé dans l'industrie, ce que vous avez utilisé en laboratoire. Mais les compagnies offrent aussi des palpeurs dont l'angle est intégré dans le boîtier, comme il est représenté ici. Donc, on voit que le cristal est en angle directement à l'intérieur du boîtier, avec un matériel qui va donc permettre la transmission du son avant de pénétrer
avec un certain angle dans le matériel. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est proposé dans le marché. Bien entendu, ce n'est pas ce que vous avez utilisé lors de l'inspection des cordes soudure à l'intérieur de nos activités de laboratoire. Les fabricants proposent aussi des palpeurs adaptés pour l'inspection de pièces très larges, afin d'accélérer le rythme d'inspection et diminuer les coûts. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'intégrer plusieurs cristaux dans un même boîtier en ligne, tel que représenté à l'image que vous voyez sur la diapo. Chaque cristaux va donc être alimenté, un peu comme le système phase array, à la différence qu'ici, les cristaux sont toujours alimentés en même temps, de sorte qu'on ne peut pas focaliser un faisceau. Mais on obtient comme ça un faisceau beaucoup plus élargi. La zone de balayage est augmentée, ce qui permet d'accélérer l'inspection. C'est un peu comme si on décidait, on voulait balayer un gymnase avec un balai. Ça va aller beaucoup plus rapidement si le balai est plus large qu'avec un petit balai. Donc, c'est le même principe. Ce système-là, communément appelé un palpeur de type pinceau, donc monté avec plusieurs cristaux afin d'accélérer le rythme des inspections. Autre variante ici sur la construction des palpeurs, vous voyez ici ce qu'on appelle des palpeurs de type jumelé. Les palpeurs jumelés, en l'occurrence, ce sont deux palpeurs qui sont collés un sur l'autre, qui sont isolés l'un de l'autre, mais qui ont un des deux palpeurs va avoir uniquement l'entrée électrique et le deuxième palpeur va être attaché à la sortie. C'est-à-dire que un cristal va tout simplement recevoir des impulsions électriques de l'appareil et va donc agir uniquement en tant qu'émetteur. Tandis que le deuxième cristal, lui, va être là seulement pour recevoir les ondes sonores revenant au palpeur, provenant de la réflexion sur un réflecteur ou sur l'écho de fond, et va donc générer uniquement un signal vers l'appareil et générer un écho. Ce que ça permet de faire, ce type de montage-là, c'est une façon d'augmenter la résolution. Parce que l'émetteur, lui, sa tâche est uniquement d'émettre. Donc, c'est pas important pour lui de ralentir rapidement pour être à l'écoute. Il n'y a pas besoin d'avoir un produit amortisseur pour lui permettre de ralentir rapidement. Et le récepteur, lui, il est à l'écoute, de sorte que il ne vibre pas pour émettre, donc il est toujours disponible pour recevoir du son. Ça permet, entre autres, d'améliorer ce qu'on appelle la résolution proche. Donc là, il y a deux variantes à partir de ce moment-ci, palpeur d'angle pairé ou le palpeur d'angle jumelé tel que représenté sur l'image. Vous avez maintenant ici la représentation de ce qu'on appelle un palpeur focalisé. Un palpeur focalisé, en réalité, c'est un palpeur qui est tout à fait normal, mais sur lequel on a placé, au bout de laquelle on a placé une lentille, souvent en plexiglas, qui va permettre de focaliser le faisceau. Donc, observez bien sur l'image, la partie noire, c'est la lentille. Vous voyez qu'elle est incurvée, un peu comme le fait la lentille de lunettes qui permet de focaliser la lumière derrière un œil afin de permettre aux personnes de mieux voir, d'avoir une meilleure résolution, autrement dit. Ce que ça fait ici, c'est que ça permet de focaliser le faisceau, de concentrer l'énergie sur des réflecteurs dont on connaît déjà la présence. Ça permet d'augmenter l'énergie de réflexion. Donc, on concentre l'énergie, donc forcément, il y a plus d'énergie qui revient à l'appareil. Donc, on va utiliser ce genre de montage-là lorsqu'on veut étudier de plus près, mieux caractériser des très petits réflecteurs. Donc, on a besoin, le réflecteur ne réfléchit pas beaucoup d'énergie, donc on va essayer de compenser en concentrant toute l'énergie, tout le faisceau sur ce réflecteur-là afin de maximiser la réponse vers l'appareil. Et en plus de permettre d'augmenter la sensibilité ou de concentrer l'énergie sur les petits réflecteurs, les palpeurs focalisés ont d'autres avantages, comme permettre la meilleure résolution. Ça permet aussi de réduire les effets causés par l'état de surface. Ça permet de réduire les effets de contour et ça permet aussi de se pallier en partie aux réductions des parasites de structure. Parasites de structure qui sont, par exemple, les grains ou l'orientation préférentielle des grains, la taille des grains. Donc, le fait d'avoir un faisceau plus focalisé
ça permet de contourner les inconvénients dus à des microstructures qui peuvent affecter la qualité de transmission sonore. Et pour finir, j'en profite pour répondre à quelques questions qui me sont souvent très posées ces temps-ci concernant le cours d'ultrason. On me demande souvent si le virus COVID-19 peut être détecté par ultrason. J'ai fait des expériences ces derniers jours et la réponse, elle est non. On ne peut pas détecter ce type de virus-là par ultrason. Et par le fait même, l'autre question qui m'est aussi posée, c'est est-ce qu'on peut guérir du coronavirus par ultrason? Je n'ai pas encore effectué les tests pour être capable de répondre à cette question-là. D'ici quelques semaines, je prévois aller, par exemple, faire des essais en bain d'immersion et selon les résultats que je tiendrai, je pourrai vous dire si oui ou non l'ultrason permet de guérir du virus. Sur ce, je vous souhaite une bonne étude du chapitre 5. Bonne journée!